Bonjour et bienvenue à ce 4e rendez-vous de l'actualité 2019 consacré au financement de la dépendance. L'actualité récente a mis en évidence les limites de la prise en charge actuelle des personnes âgées en perte d'autonomie. Il y a eu de nombreuses grèves dans les EHPAD les 2 dernières années et les médias ont révélé des cas de maltraitance institutionnelle faute d'avoir assez de soignants dans ces établissements. Cette crise pose la question cruciale des moyens humains et financiers qu'on mobilise pour ces personnes âgées fragilisées. Les soignants et les familles considèrent que le financement public est insuffisant. Pour les familles, c'est une question d'autant plus cruciale que pour une part d'entre elles, elles prennent en charge les besoins de ces personnes. Et demain, comment ferons-nous lorsque la dépendance touchera 2 fois plus d'entre nous? C'est la réflexion qu'on va mener dans ce rendez-vous de l'actualité. Alors, la dépendance peut se définir comme le besoin d'avoir de l'aide pour la réalisation d'actes de tous les jours. Alors, cette définition, on le voit, est plus large que le grand âge, via le handicap, via l'invalidité. Elle peut toucher à tous les âges de la vie. Dans notre développement, nous allons uniquement parler de la dépendance liée au grand âge. Pour autant, l'ensemble des sujets que nous allons aborder et l'ensemble des modes de financement pourront s'appliquer indépendamment à la perte de dépendance à tous les âges. Alors, pour ce faire, nous allons vous présenter dans une première partie les projections financières qui sont lourdes, mais aussi les leviers que l'on peut mettre en place pour réduire la facture globale de la perte d'autonomie. Et ensuite, les modes d'intervention qui peuvent être mis en place et les modes de financement que l'on peut y allouer pour pouvoir financer ce risque. Donc, les projections financières à venir, elles sont inquiétantes et elles se basent sur le financement actuel qui se décompose de la manière suivante. En 2014, 30 milliards d'euros sont alloués à la perte d'autonomie, ce qui fait 1,4% du produit intérieur brut. Et 85% des dépenses sont prises en charge par le secteur public. Une large part par l'assurance maladie, puisque le soin représente 43% des dépenses totales de la perte d'autonomie. Et les autres financeurs publics sont bien sûr le département et l'État qui financent l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Les 15% restantes sont pris en charge par les personnes âgées dépendantes elles-mêmes et leurs familles, notamment s'agissant des frais d'hôtellerie en établissement. Alors, ces 30 milliards prennent en considération les coûts directs de la dépendance. Ils incluent, par exemple, le coût de l'aide institutionnelle du maintien à domicile, qui aujourd'hui en France élève à 35 minutes en moyenne par personne dépendante. Il ne prend pas en compte tout ce qui est aide informelle, les aidants, les familles des dépendants, qui aujourd'hui passent 1h40 de leur jour auprès des personnes dépendantes. Et si l'on voulait que cet accompagnement soit institutionnalisé et pris en compte, au coût horaire, cela représenterait un surcoût de 11 à 18 milliards de financements supplémentaires à trouver. De manière globale, le modèle de financement français il se base sur 2 systèmes, l'impôt, donc la solidarité nationale, et l'assurance sociale, puisque l'assurance maladie est financée en majorité par des cotisations. Néanmoins, on a une tendance de long terme qui se dégage, c'est que l'impôt prend de plus en plus de place et que les cotisations tendent à être marginalisées, puisque l'assurance maladie a été universalisée. Par conséquent, les cotisations prennent de moins en moins de place dans son budget. Alors, cette prise en charge présente des disparités. Des disparités sur le prix médian, par exemple, pour l'hébergement en EHPAD, où le prix médian s'élève à 1 950 € par mois, avec des disparités, avec des EHPAD qui facturent à moins de 1 650 €, d'autres qui facturent à presque 3 000 €. Ces disparités sont d'autant plus criantes lorsqu'on les regarde par territoire, avec des zones rurales et des zones urbaines avec des différences de facturation. Et si le coût de l'hébergement est différent, ben forcément le reste à charge auprès des familles va être différent. Suivant les territoires, les restes à charge seront plus ou moins élevés. Alors ensuite, pour l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA, qui aide à financer les mesures d'accompagnement, a 2 volets de financement. Le premier, il est étatique, à 40%, et en fonction du nombre de personnes dépendantes du territoire, et non pas en fonction du nombre de personnes dépendantes et de leur degré de dépendance. Or, c'est bien cette corrélation entre les 2 valeurs qui font le coût global effectif sur les territoires. Donc on peut avoir une disparité entre les ressources nationales et les besoins des territoires. Et ensuite, à 60%, l'APA est financée par les départements qui, pour la plupart, peuvent combiner
des personnes dépendantes, un fort nombre de personnes dépendantes, un degré de dépendance important et à la fois des ressources économiques faibles de par les disparités territoriales. Et en dernier lieu, cette disparité se marque entre l'offre de services, qu'il soit en accueil en établissement ou en offre en maintien à domicile, qui n'est pas forcément dans les territoires en adéquation avec les besoins des personnes dépendantes. Enfin, pour revenir sur les projections financières, dans la mesure où on pense que le nombre de personnes dépendantes va doubler d'ici 2060, les dépenses vont également doubler. Donc au total, ça représenterait plus de 60 milliards d'euros. Et pour le seul secteur public, 44 milliards d'euros. Hors aide informelle, bien sûr, et à prise en charge constante. Cependant, d'importants leviers sont mobilisables pour atténuer les coûts. Certes, les dépenses vont augmenter, c'est certain. Par contre, on ne connaît pas le montant de cette évolution. Ça se baserait sur la prévention, l'espérance de vie sans incapacité et le modèle de prise en charge qui sera effectif en 2060. S'agissant de l'espérance de vie sans incapacité, en France, elle s'élève à 62,7 ans, la moyenne européenne est à 63,5 ans, et les Suédois ont 10 ans d'espérance de vie sans incapacité de plus que nous, puisqu'en moyenne, la dépendance apparaît à 73 ans. Alors, outre l'accompagnement et la prévention, en France, la mise en place de la dépendance est fortement médicalisée. Médicalisée dans les établissements d'accueil des personnes dépendantes, les EHPAD, on l'a vu avec des disparités, mais avec un reste à charge moyen en établissement qui s'élève à 1 850 € par mois, auquel il faut mettre en regard la pension de retraite moyenne en France, qui est à 1 350 €. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2019, 75% des personnes dépendantes ne peuvent pas payer leur hébergement avec leur seul revenu issu de la retraite légale. Ensuite, le deuxième point de la médicalisation est le parcours de soins autour de l'hôpital. Hôpital qui est très centré sur les pathologies et non pas sur les parcours. Or, les personnes âgées dépendantes sont polypathologiques et ces accompagnements dans l'hôpital, en dehors de filières gériatriques dédiées, occasionnent des surcoûts par des réhospitalisations et, au final, une aggravation de l'état de santé effectif des personnes âgées hospitalisées. Dans la mesure où le soin représente la majorité des dépenses, les parents pauvres de la perte d'autonomie sont la prévention et l'accompagnement dans la perte d'autonomie. On pourrait mettre en place un modèle de prise en charge différent, qui serait dans l'anticipation de la perte d'autonomie. Ça éviterait les réhospitalisations et la dégradation de l'état de santé de ces personnes. On pourrait également développer la prévention de la pénibilité au travail, à l'égard particulièrement des travailleurs âgés. Et enfin, renforcer le maintien à domicile en sortant du cloisonnement établissement-domicile, en favorisant des EHPAD ouverts sur leur environnement, qui permettent des lieux de vie intergénérationnels, associant par exemple des crèches et la présence de personnes âgées. Finalement, il faudrait passer d'une gestion de la dépendance à un accompagnement dans la perte d'autonomie. Alors, selon le scénario de prise en charge choisi, les besoins de financement seront différents. Pour autant, les besoins de financement supplémentaires sont indéniables et dans ce contexte, plusieurs choix s'offrent à nous. En effet, il faut faire des choix clairs et pour cela, plusieurs modes d'intervention s'offrent à nous. En France, le modèle de prise en charge il s'est construit au fil de l'eau, au bout à bout. Il est par conséquent complexe et parfois il peut paraître illisible pour les usagers eux-mêmes. En effet, il se base sur des solidarités différentes et différenciées. Une solidarité universelle, indépendante du revenu, financée par l'assurance maladie et prenant en charge les soins. Une solidarité universelle mais dépendante du revenu. Donc plus vous avez besoin et plus l'État finance. C'est l'allocation personnalisée pour l'autonomie du département. Une aide sociale pour les personnes dépendantes les plus précaires, les plus dans le besoin, sous condition de ressources avec récupération sur succession, c'est l'aide sociale du département. Et enfin, la solidarité familiale qu'on mobilise pour payer les frais d'hôtellerie. Alors, le reste à charge important pour les familles est un enjeu, une problématique sociale. S'il paraît justifié de ne pas, ou en tout cas de faire moins contribuer les familles, plusieurs modèles de transfert peuvent se mettre en place pour gérer ce risque. On a un modèle libéral qui s'articule autour d'une assurance privée qui peut être par obligatoire et qui peut être par capitalisation, qui nécessite une couverture, un certain nombre d'annuités des personnes assurées pour pouvoir bénéficier, une fois que le risque survient, d'une prise en charge.
donc une montée en charge nécessaire, ou une assurance qui peut être par répartition, un système où les primes des assurés actuels financent les dépenses des dépendants, et cela permet d'éviter d'avoir à se constituer un capital, des annuités et une couverture plus rapide de l'ensemble de la population. Alors, cette assurance, elle se met aussi en parallèle d'une désépargne progressive des ménages, notamment via la vente immobilière ou des solutions de type viager. Pour les plus démunis, l'État assurait une couverture minimale ou aiderait à l'acquisition d'une assurance privée. Ici, on reprendrait le modèle qui existe déjà dans la branche maladie à travers la couverture maladie universelle ou l'ACS, l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Ainsi, de nombreux pays, il faut savoir, mobilisent l'assurance privée en complément d'autres systèmes de financement. Et pour le modèle libéral, une couverture socle obligatoire serait nécessaire, indépendante du revenu et du niveau d'exposition au risque de la dépendance. Doit-on plutôt privilégier un modèle assurantiel public dans lequel la dépendance deviendrait un cinquième risque? Ainsi, la dépendance reposerait sur un nouveau risque, financé par l'assurance maladie à travers les cotisations des travailleurs. Ça imposerait, comme dans le système assurantiel privé, qu'on ait une assistance publique pour les personnes qui n'ont pas assez cotisé ou qui n'ont pas pu du tout cotiser. Les avantages seraient multiples. Au niveau individuel, vu qu'on cotise, on aurait des droits associés, garantis. S'agissant de l'assurance, vu que c'est en dehors du budget de l'État, l'assurance ne ferait pas l'objet d'arbitrage budgétaire en fonction des alternances politiques. C'est le cas, par exemple, du Japon, qui, pour la moitié des dépenses, a une assurance publique. C'est un système financièrement stable, qui est révisé tous les 3 ans et qui assure que ça soit stable, parce qu'il faut savoir que le Japon a multiplié par 3 le nombre de personnes dépendantes en 10 ans, entre 2000 et 2015. Donc ils sont passés de plus d'1 million à 5 millions de personnes dépendantes. Néanmoins, le système assurantiel public, il a 2 désavantages en France. Au niveau individuel, les personnes cotisent quand elles travaillent et elles sont soumises au risque à la retraite. Par conséquent, le lien avec le travail est assez distendu. Par ailleurs, imposer de nouveaux prélèvements obligatoires et une nouvelle cotisation peut apparaître complexe dans la situation actuelle d'exaspération fiscale. Un modèle social-démocrate où l'ensemble de la population est mise à contribution via l'impôt pour assurer une couverture universelle, qui est la finalité de ce système. Dans ce système, les prestations sont conçues comme un bien social où elles permettent de garantir un minimum de niveau de vie à l'ensemble de la population, et dans ce cas des personnes dépendantes. Et l'État, il y a un rôle prédominant à jouer parce qu'il garantit l'égalité d'accès à cette offre publique de prise en charge. Dans ce système, les prestations sont quasi exclusivement en nature et organisées entre l'État et le local, les collectivités territoriales. Alors cette gestion duale, on l'a vu, peut engendrer des disparités territoriales si la participation de l'État n'est pas suffisante pour gommer les différences économiques des territoires. Pour autant, elle permet d'organiser l'offre de services, les modalités de prise en charge, les modes de financement au plus près des territoires pour répondre à leurs besoins. Si tant est qu'il y ait un centre de décision unique pour gérer l'ensemble de ces prestations. Il est à noter que dans ce modèle-là, une certaine forme de dualisation sociale peut se mettre en place avec les ménages les plus aisés qui peuvent accéder à des prestations dans le privé, alors que les ménages les plus précaires n'auraient accès qu'à l'offre publique. Les 3 modèles qu'on vient de présenter peuvent être choisis par la France ou peuvent être combinés. C'est le cas déjà de la France qui combine assurance et impôts. Dans tous les cas, il faudra assurer un financement public, puisqu'on l'a vu, il est nécessaire dans les 3 modèles. Enfin, il faut assurer un financement juste qui assure la cohésion sociale. Nous, on s'est posé la question de savoir sur qui doit reposer l'effort de financement. Dans la mesure où le taux de prélèvement obligatoire français il s'élève aujourd'hui à 48,4% du produit intérieur brut, qui doit contribuer à ce risque de dépendance? Il faut évidemment miser sur le consentement des Français et la justice sociale. Alors, une des solutions peut être de porter le financement sur les actifs, notamment via l'augmentation de la durée de travail.
qui peut se faire selon plusieurs modalités. L'augmentation, la mise en place d'une nouvelle journée de solidarité, ou la mise en place d'heures de solidarité, une 36 ou une 37e heure travaillée mais non payée. Cela ferait reposer ainsi le financement sur l'ensemble des actifs, peu importe leur niveau de revenu. Et ensuite, un autre mécanisme qui est le décalage de l'âge de départ à la retraite, qui, sur l'âge de départ à la retraite, paraît probable actuellement vis-à-vis de l'opinion publique. Pour autant, il peut être décalé de manière effective avec l'augmentation de la durée de cotisation nécessaire, qui, in fine, allonge l'âge de départ effectif de la retraite sans en avoir ni les conséquences sociales ni la symbolique. Procéder ainsi reviendrait du coup à organiser un transfert entre les personnes âgées, non dépendantes, qui travaillent, qui sont soumises à cet âge de départ, à ce décalage, vers les personnes âgées dépendantes, tout en répondant au questionnement entre l'adéquation entre la durée de vie effective des Français et la durée de cotisation. Doit-on plutôt mobiliser des mécanismes d'imposition, notamment la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale? Ce sont deux impôts proportionnels aux revenus qui sont à assiette large et qui ont un rendement très élevé. Pour la CSG seule, en 2017, l'État a collecté 100 milliards d'euros. Elle reste largement assise sur les salaires. On pourrait par exemple réaffecter la CRDS une fois la dette sociale éteinte. Donc la CADES devrait avoir remboursé la dette en 2024. Ainsi, on pourrait créer une nouvelle cotisation dépendance du même montant que la CRDS pour financer la dépendance. Ça se ferait à taux de prélèvement obligatoire constant et l'opinion publique l'accepterait d'autant plus. Néanmoins, en attendant, d'ici 2024, il faudrait trouver des sources de financement pour assurer la dépendance. Et on pourrait, par exemple, mobiliser les excédents de la sécurité sociale lorsqu'ils existent, ou le fonds de réserve des retraites, mais par conséquent, ça priverait les retraites de ces ressources. Dans le même type de prélèvement, la CSG en France peut être augmentée, qu'elle soit pour les actifs ou pour les retraités. Retraités qui aujourd'hui bénéficient d'un double taux réduit de CSG, un taux réduit de par leur statut de retraité, et un autre taux réduit pour les retraités les plus précaires. Ces deux contributions, la CRDS et la CSG, sont proportionnelles, contribuent certes réduisent moins les inégalités qu'un impôt progressif qui réduit la contribution des ménages. Pour autant, on l'a vu, elles permettent de générer de fortes masses financières pour financer des mesures sociales qui, elles, réduisent de manière plus effective les inégalités que le mode de prélèvement. Cependant, l'acceptation sociale, on l'a vu dans l'actualité récente, de ce genre de mesures de l'augmentation de la CSG est très restreinte dans l'acceptation publique, notamment chez les retraités. Doit-on augmenter la contribution de solidarité pour l'autonomie? C'est une contribution de 0,3% sur les retraites, les pensions de pré-retraite et les pensions d'invalidité. Ça ferait reposer par contre uniquement sur les retraités le financement et pas sur la collectivité nationale le financement de la dépendance. Bien sûr, il y a des seuils d'exonération pour les pensionnés les plus précaires. Alors, en face de cela, les actifs, les inactifs, on peut mobiliser d'autres ressources. Le patrimoine en France, qui s'élève à 6 à 8 fois plus de patrimoine. La France détient 6 à 8 fois plus de patrimoine qu'elle ne produit de richesse. Le patrimoine se décompose aujourd'hui en patrimoine financier, qui principalement des assurances vie, des produits financiers. Le patrimoine immobilier, qui est largement supérieur au patrimoine financier. Le patrimoine immobilier en France aujourd'hui représente près de 7 500 milliards d'euros, ce qui représente environ 250 000 euros par ménage. Et ensuite, un patrimoine professionnel essentiellement possédé par les professions libérales et les agriculteurs, et du patrimoine divers, les œuvres d'art, la collection. On le voit sur le graphique, ce patrimoine est concentré vers les couches les plus âgées de la population. En effet, 60% du patrimoine financier et 60% du patrimoine immobilier sont détenus par les personnes de plus de 60 ans. Alors, ce patrimoine n'est pas pris en compte dans les aides sociales, par exemple pour l'APA. Seuls les revenus de ce patrimoine l'est, ce qui pose en tout cas
questionnement sur l'équité intergénérationnelle et sur la cohérence ou la légitimité de la dépense publique lorsque l'on aide par l'aide publique des personnes qui détiennent un fort patrimoine. On pourrait par ailleurs mobiliser l'ensemble du patrimoine des Français à travers l'impôt sur les successions. Cet impôt, aujourd'hui, il est de 3% pour les enfants qui héritent, et il est de 25% quand ce sont des proches qui héritent. Bien sûr, c'est un sujet très sensible, mais ça vaudrait le coup de s'y arrêter. Ça permettrait de faire reposer le financement sur tous. Ça permettrait aussi de diminuer les inégalités de naissance et liées à l'héritage, et ça faciliterait la transmission de patrimoine tout au long de la vie. Par contre, ce genre de mesure est aujourd'hui tabou en France. Alors, une autre possibilité, avec un nouvel impôt qui est arrivé en France, l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'ISF, un impôt qui va cibler le patrimoine des Français spécifiquement, le patrimoine immobilier non professionnel. C'est un impôt qui est progressif, qui commence à partir de 800 000 € de patrimoine immobilier non professionnel net, et qui commence à 800 000 pour 0,5% d'imposition, et qui va aller jusqu'à 1,5% pour les patrimoines de plus de 10 millions d'euros net. Alors on voit ici qu'il y a une certaine marge de progression sur le pourcentage de cette imposition. Et cet impôt a la particularité de faire reposer le financement sur les personnes les plus aisées, qui détiennent le plus de patrimoine en France. On l'a vu, principalement les plus de 60 ans, effectivement. Et n'a pas d'impact sur le coût du travail en France. Et ces deux facteurs peuvent, en tout cas, recevoir une acceptation sociale dans l'opinion publique. Alors pour finir, que ce soit pour le choix du modèle ou celui de son financement, les effets sociaux et économiques sont nombreux et importants. Ils appellent alors un choix politique fort et acceptable pour la gestion de ce nouveau risque. Pour conclure, le Conseil national d'éthique a rendu un avis l'année dernière sur les personnes âgées. Il appelait la nécessité pour la société française de changer de regard sur le grand âge, qui est considéré comme un naufrage. Je cite: « Quel sens à la vie des personnes si le vieillissement, la maladie et le handicap se doublent d'une perte de l'autonomie, d'une réduction de leur liberté et d'une diminution de ressources ?» Alors, il apparaît alors une triple clarification, la nécessité d'une triple clarification. Quelle place donne-t-on pour le financement public et les mécanismes de prévoyance individuels ou collectifs? Doit-on prendre en compte les ressources des bénéficiaires pour décider s'ils ont droit d'accéder à l'aide de l'État ou au niveau de cette aide? Quelle part du financement dévolu à la solidarité nationale et aux collectivités territoriales? Une chose est certaine, il ne faut pas remettre à demain ces choix, au risque d'être au pied du mur dans 30 ans, quand le nombre de personnes dépendantes aura doublé. Alors ces choix ne doivent pas n'être que réparation et gestion du risque, mais ils doivent être l'occasion d'investir dans l'accompagnement à la part d'autonomie et dans la prévention, et notamment dans la recherche de justice et de cohésion sociale, des enjeux qui sont aujourd'hui terriblement d'actualité. Merci de votre écoute.